Dans son affaire là, il est entouré par des individus qui n'ont vécu nulle part en Guinée ici. Ce sont des cadres importés. C'est à travers ce qu'il va dire que la Guinée n'a pas de cadre. Et lui, il est quoi? Il est qui? Sans se vanter, nous sommes la meilleure décennie en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez-y demander tous les grands experts internationaux. Aujourd'hui, la preuve est donnée que c'est Cellou Dalein qui a commandité une tentative d'assassinat sur ma personne qui a avorté et qui, malheureusement, a fauché la vie du journaliste Mohamed Kourou. Beaucoup de CENI prennent l'exemple sur nous, mais aussi sur le plan de la formation technique. Nous avons le plus grand nombre d'accrédités en matière électorale en Afrique. En Guinée, de Guinée. Merci de votre attention accordée à nos programmes. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat. Café Débat qui reçoit dans cette première partie justement M. Aboubacar Souma. Avec lui, on parle de la grève du SLEG. Vous le savez, c'est bien entendu lui qui en est le secrétaire général élu et qui maintient son mot d'ordre de grève depuis maintenant plus d'une semaine. Et les échos de cette grève qui font effet de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays. Aboubacar Souma catégorique face à sa légitimité et qui rejette en bloc toute interpellation, lui demandant de reprendre le congrès du SLEG, mais aussi de suspendre son mot d'ordre de grève. Sur toute la ligne et un tour d'horizon sur cette grève du SLEG, je reçois sur ce plateau, en tout cas, en cette première partie d'émission, le concerné lui-même, M. Aboubacar Souma. M. Souma, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci. Merci surtout de la disponibilité. Merci beaucoup. Je rappelle que dans la deuxième partie de cette émission, je recevrai notamment un autre invité, M. Mamadou Kali Diallo. Il est activiste des droits de l'homme, mais il est aussi consultant de la Baïonnette Intelligente, une société, je veux dire une entité de la société civile qui travaille pour la sensibilisation à la non-violence dans l'exercice des libertés publiques, notamment dans les zones à tension pendant les périodes de manifestation. Avec lui, nous parlerons de cette autre problématique tout à l'heure dans la deuxième partie. Faisons face donc au premier invité du jour, M. Souma. Alors oui, M. Souma, d'abord quel est le moral, l'état d'esprit avec toutes ces semaines de manifestations, de grèves, vous êtes interpellé par-ci par-là, vous courez dans tous les sens, est-ce que vous tenez bon? Oui, effectivement je tiens bon, mon moral est beau fixe, cela va comme ça avec le syndicalisme, c'est ça, il faut aller avec. Vous êtes en tout cas vous êtes de plus en plus remué depuis que vous avez lancé ce mot de grève, je l'ai dit. Étant donné que c'est la première fois que je vous reçois sur ce plateau de Café Débat, je voudrais bien qu'on revienne un peu à la genèse de cette situation. Vous êtes je vais dire en conflit ouvert avec d'autres membres du SLEG, en tout cas qui se réclament du SLEG, M. Si Savané, qui dit être le secrétaire général légal de cette structure. Vous avez organisé un congrès qui semble ne pas être reconnu et par lui, mais aussi par l'inspection générale du travail, donc par le ministère du Travail. Et sur fond de ce SLEG-là que vous avez lancé le mot d'ordre de grève, est-ce que vous vous sentez reconnu par le camp d'en face, le camp avec qui vous devez parler, vous devez interagir? Vous savez, le gouvernement crée des problèmes là où ils ne devaient pas exister. En matière du syndicalisme, c'est la représentativité. C'est eux-mêmes qui ont prôné cela, le gouvernement. Qu'ils ne collaborent, qu'ils ne négocient qu'avec un syndicat représentatif. Bien. Aujourd'hui, si Savané n'est plus représentatif, il n'a aucune base. Qu'est-ce qui prouve que Savané n'est pas représentatif? Que vous l'êtes plus que lui? Ce qui prouve, c'est que malgré tous les moyens que l'État a mis à sa disposition. Vous en avez les preuves aussi? Oui. Les preuves sont là. L'État a mis à la disposition de son camp des véhicules et les moyens financiers pour aller mettre en place les structures au niveau des préfectures et des communes. Ça, c'est des preuves. L'État a déboursé 100 millions qu'il a remis. Depuis le premier mot d'ordre que vous avez lancé là? Oui, effectivement. Ils ont mis 100 millions, n'est-ce pas, pour aller à l'intérieur du pays, mettre en place, n'est-ce pas, les structures, renouveler les structures. Donc, et après tout cela, lorsque nous avons lancé le mot d'ordre de grève, il a fait une déclaration invitant les anciens à ne pas obéir à ce mot d'ordre de grève.
son collaborateur ou son ami Amara Balato Keita, secrétaire général de la FSPE aussi, un syndicat relevant de la CNTG aussi, a fait une déclaration invitant les enseignants à ne pas respecter le mot d'ordre. Tous ceux qui réclament de la FSPE de ne pas respecter le mot d'ordre. Mais le 12, le rapport de force, n'est-ce pas, a été établi. Les enseignants en bloc, tous les enseignants ont respecté le mot d'ordre lancé par le secrétaire général, par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, dont le congrès vient de se tenir. Bien. Et donc l'État fait exprès, n'est-ce pas, de soutenir le camp qui n'est plus représentatif. Alors donc, en fait, ce que lui Mbemba Souma disent, d'ailleurs, lui Mbemba Souma qui dit que vous avez perdu la tête et que vous êtes devenu fou parce que vous miroitez quand même aux enseignants 8 millions de francs guinéens tout d'un coup, ce que l'État ne peut jamais donner à une seule fois et à un seul coup. Et donc, en les vendant comme ça cette illusion, eh bien, les enseignants sont obligés de vous suivre, que sinon, à part ça, vous n'êtes fort d'aucune autre légitimité ou d'aucune autre légalité. Est-ce que c'est ça la réalité? Est-ce que vous avez joué sur ce besoin des enseignants et leur miroiter de l'argent? Je n'ai jamais joué sur le besoin des enseignants. Depuis la signature du statut particulier de l'éducation en 2006, l'éducation avait demandé une grille, n'est-ce pas, salariale pour les enseignants. Grille salariale qui devait, n'est-ce pas, résoudre le problème de salaire. Mais depuis la signature de ce statut, jusqu'à nos jours, cette grille salariale n'a pas été expliquée, n'a pas été appliquée. Nous avons élaboré cette grille salariale, n'est-ce pas, en 2008-2009, et nous l'avons soumise, n'est-ce pas, après l'approbation au niveau n'est-ce pas, des départements en charge du système éducatif, nous l'avons transmise à la fonction pour son application. Depuis cette date-là, cette grille salariale n'a jamais vu le jour. Mais entre-temps, il y a eu une nouvelle grille indiciaire dont la transposition a été faite récemment sous le ministre Sékou Kourouma. Justement, sous le ministre Sékou Kourouma, quand nous sommes allés réclamer, revendiquer l'application de notre grille salariale, on a fait venir un expert. Oui, de notre grille salariale en ce moment-là, c'est Sékou Kourouma qui nous a dit d'attendre et que d'une manière générale, la grille salariale de la fonction publique était caduque. Donc, qu'il faut laisser qu'on reprenne une nouvelle grille salariale pour l'ensemble des fonctionnaires, n'est-ce pas, de l'État, n'est-ce pas, et qui prendra en compte les préoccupations des enseignants. Donc, nous nous sommes un peu calmés. Mais voilà que la grille salariale qui en est sortie est venue perturber pendant la transposition. Oui, pendant la transposition. Donc, elle est venue perturber toute notre situation administrative. Nous avons été rétrogradés. Les anciennetés ont été perturbées. De sorte que les nouvelles recrues, n'est-ce pas, d'une même hiérarchie, avaient des salaires soit égaux ou supérieurs à ceux-là qui ont fait 10 à 20 ans. Bien. Donc ça a créé des problèmes. Et c'est ce qui nous a amené, n'est-ce pas, à déposer la plateforme revendicative en février 2017. Et à cette occasion, il y a eu une commission qui a été mise en place pour recevoir donc, les requêtes de ceux-là qui ont été victimes de la mauvaise transposition, non? Exactement. Moi, je faisais partie de ces commissions-là qui ont travaillé sur ça. Je faisais partie de la commission qui était chargée de mesurer l'impact de l'application de la valeur volontaire du point d'indice à 1030, n'est-ce pas, et à l'éducation, et à la santé, et au niveau de tous les travailleurs. Donc un expert aussi a été consulté dans ce sens-là. Cette commission n'a pas résolu les problèmes? Au moment justement où on travaille dans cette commission-là, c'est en ce moment-là que on nous a pris, on nous a mutés, on nous a nommés à des postes de DPE que nous n'avons pas demandé à l'intérieur du pays. Alors qu'il y a des cadres compétents, n'est-ce pas, dans les structures administratives qui devaient être nommés. Mais pourquoi on n'a nommé que des syndicalistes? C'était le but, n'est-ce pas, de vous éloigner de cette commission. Pour ne pas qu'on vienne là, parce que nous étions très durs dans les négociations. On défendait vraiment très efficacement les dossiers. Donc, on nous a dit il faut les écarter. Parce que Kaokaré, le ministre Kaokaré avait promis au chef de l'État qu'à son temps, il n'y aura pas de grève à l'éducation. Donc, c'est à cause de cette mauvaise transposition que vous parlez de 40% de perdu là, qu'on doit vous redonner d'abord. Exactement, c'est à cause de cette mauvaise transposition-là, où il y a eu rétrogradation, n'est-ce pas, que nous avons perdu les 1030. Nous avons demandé à ceux que nous sommes maintenus à 1030 parce que c'est le niveau... C'était déjà un acquis. C'était déjà un acquis. Depuis au temps de l'ancien régime. Donc on a dit, il faut qu'on nous le paye. Et la signature du protocole qui est issu des négociations de septembre, n'est-ce pas, a fait
échelonnage, n'est-ce pas, dans le paiement sur 2 ans. Donc nous, on n'a pas accepté. Lorsqu'on a fait le compte rendu pourtant, c'est une partie aux enseignants. Pourtant, c'est une partie du SLEC. En tout cas, c'est le SLEC qui allait négocier ça. Non, avec le ministère du Travail et l'inspection. Parce que Damantan l'a dit. C'est les centrales qui ont négocié. Cet accord-là. Cet accord-là. La signature, comme vous observez, n'est-ce pas, bien ce protocole, c'est signé par les secrétaires généraux des centrales. C'est-à-dire qu'on a négocié à votre insu, votre intérêt, votre sort. Voilà. On ne peut pas discuter notre insu notre intérêt à notre insu. Ça sera contre nous. C'est ce qui fait que lorsqu'on a fait le compte rendu aux enseignants, les enseignants ont rejeté en bloc ce protocole d'accord-là. Et c'est ce qui nous a amené, n'est-ce pas, à brandir le mot d'ordre de grève. Et aujourd'hui, pendant que vous avez brandi le premier mot d'ordre de grève qui a été tout de suite rejeté par les autres, notamment lui, Mbassouma, Si Savané et les autres, au même moment vous étiez, je parle du SLEC, arrivé à terme de votre mandat. Oui. Et donc, on ne sait pas qui reconnaître dans cette affaire. Et vous partez, vous organisez un congrès qui vous élit. Sauf que les autres disent qu'ils n'étaient pas du tout alliés. Comment ça se fait que ce soit vous seulement qui organisez un congrès et que lui-même, Si Savané n'est pas là pour compétir, pour se faire élire comme vous? Comment ça s'est passé? Lorsque, à un niveau, n'est-ce pas, de révolution de la première grève, les religions nous ont fait appel et nous ont demandé de suspendre la grève et qu'ils s'impliqueraient, n'est-ce pas, en vue, n'est-ce pas, d'une sortie de crise. Ils nous ont demandé, n'est-ce pas, qu'ils vont aller rencontrer le président de la République. Lorsqu'ils sont allés rencontrer le président de la République, celui-ci leur a dit, allez voir Souma, dites-lui de se mettre en harmonie avec les autres syndicats et ils n'ont qu'à me transmettre, n'est-ce pas, toute revendication en tout cas qui me serait transmise, je l'accorderai. Donc, nous nous sommes mis, les religieux nous ont transmis ce message, nous nous sommes mis en harmonie avec les autres, en accord avec lui, Mbassouma, avec Si Savané. Et nous avons signé cette même plateforme revendicative. Ensemble. Dans un moment, on a parlé de réconciliation entre vous. Exactement, on a parlé de réconciliation entre nous. Donc on a signé, lui, Mbassouma, Si Savané et moi-même, nous avons remis, n'est-ce pas, ces revendications aux religieux. Et nous sommes retournés dans notre maison avec Si Savané, parce que nous sommes de SLEG, à l'USTG, lui, Mbassouma, est secrétaire général à l'USTG, non au SLEG. Donc nous sommes retrouvés dans notre maison SLEG avec Si Savané. Nous sommes dit, avec Si Savané et son groupe, nous nous sommes dit il faut entrer la hache de guerre. Donc on a entré la hache de guerre entre nous. Donc nous avons tenu la première réunion et il a été décidé qu'on envoie, n'est-ce pas, des équipes pour renouveler nos démembrements à l'intérieur du pays. Afin d'aller vers le congrès. Donc, une première réunion, une deuxième réunion, on s'est fixé une date maintenant à laquelle on devait faire partir les missionnaires pour aller renouveler le bureau. Donc c'est pendant ce temps que Si Savané s'est retiré. Je ne sais pas pour quelle raison. Il n'a pas donné de raison. Non, pour lui, parce que comme il est récusé, et il a même dit que lui ne serait pas candidat. Il avait dit qu'il ne serait pas candidat. Qu'il ne serait pas candidat, qu'il ne fera qu'un seul mandat. Il l'avait dit depuis, n'est-ce pas, le 5e congrès. Et il n'avait pas changé de position. Donc, tout d'un coup, il se rétracte et un jour, on a été surpris par un communiqué, n'est-ce pas, dans lequel il disait que Essouma et les 3 autres personnes, n'est-ce pas, sont exclus du SLEG. Après votre prétendue réconciliation, après notre prétendue réconciliation, on a sorti un communiqué pour vous exclure, et même il y a eu maintenant des poursuites judiciaires. Exactement, et cela aussi, ils nous accusent que nous avons fait effraction, n'est-ce pas, du secrétariat, et que nous y avons volé, n'est-ce pas, des cartes de membres. Donc c'est en assemblée générale, que le besoin, n'est-ce pas, en carte s'est fait sentir au niveau des enseignants. Ces cartes-là, c'est nous qui les avons produites, n'est-ce pas, en but, n'est-ce pas, de les placer au niveau des enseignants. Bien. Et aujourd'hui, ça c'est un peu de l'histoire depuis que tout ça a commencé. Il y a eu trop de bras de fer, l'État aussi vous a interpellé à un moment donné, mais nous sommes toujours dans cette situation tendue. Vous avez lancé le deuxième mot d'ordre de grève après les élections locales, donc le 12 février. Nous sommes pratiquement dans la deuxième semaine de cette grève aujourd'hui. Pas de solution, je veux dire. Et quand même, il y a eu la main tendue à un moment donné de l'inspecteur général du travail, mais quand même qui a dit que vous avez refusé de venir le rencontrer. Alors que jusqu'à date, vous disiez que le gouvernement ne vous reconnaissait pas, que le gouvernement ne veut pas négocier avec vous. Et voilà que l'inspecteur général du travail veut vous rencontrer. Vous avez dit non. Ce n'est pas une main tendue.
c'est l'application de la décision qui a été prise contre nous avec le Premier ministre et les mêmes responsables syndicaux, les Six Savani et lui-même Massouma, c'est-à-dire l'autre camp. Donc ils ont tenu une réunion, nous, avec le Premier ministre. Avec le Premier ministre, contre nous. Donc en prenant la décision de remettre en cause notre congrès, qui s'est tenu dans la règle de l'art. Donc vous avez eu l'information que l'inspecteur devait vous rencontrer pour vous dire que pour votre vous dire congrès... de reprendre le congrès. D'accord. Alors, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu, n'est-ce pas, dans la lettre, écrire monsieur le secrétaire général du SLEG. Il a dit Abakar Souma. Donc j'ai dit, je ne réponds pas. Parce que ce n'est pas Abakar Souma qui a déposé l'avis de grève, c'est le bureau exécutif national qui a déposé l'avis de grève qui est signé par le secrétaire général et non Abakar Souma. Et justement, l'inspecteur, c'est ce qu'il demande. Il demande à ce que vous repreniez un congrès pour qu'il y ait un SLEG reconnu de tout le monde. Nous ne pouvons pas reprendre un congrès, d'autant plus que les 6 abonnés ont refusé. Il a refusé. S'il refuse alors que le mandat n'est-ce pas, est arrivé à terme, nous allons croiser les bras, rester dans l'illégalité. Mais qu'est-ce qui nous dit que ceux qui auraient, je veux dire les enseignants à la base, dans les fédérations syndicales du SLEG, qui auraient pu soutenir peut-être Six Abonnés ou un autre candidat, qu'est-ce qui nous dit qu'eux, ils sont forcément pour vous? Qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas seulement vos hommes à la base qui sont venus vous élire ici lors du congrès que vous avez tenu et qui vous a élu secrétaire général? Qu'est-ce qui nous garantit tout ça? Au point qu'on n'en doute pas, parce que justement l'inspecteur dit qu'il doute de votre légitimité. Tous les bureaux qui sont mis, n'est-ce pas, à l'intérieur du pays, ce sont les secrétaires généraux de ces bureaux-là qui sont venus. Mais c'est vous qui avez mis ces bureaux? Bien sûr, c'est nous qui avons mis les bureaux. Ce sont les... C'est-à-dire qu'on va dire que c'est Abakar Souma et ses hommes qui ont mis ces bureaux à l'insu des autres membres du SLEG. Non, c'est une mission du SLEG, du bureau national du SLEG, qui est allé à l'intérieur du pays mettre en place, n'est-ce pas, les bureaux au niveau des enseignants. Donc ce n'est pas des enseignants que nous avons cooptés qui sont favorables à nous. Nous avons fait appel à tous les enseignants. Donc ils ont élu les bureaux sans influence à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays. Donc chaque préfecture, de façon libre, parce que nous, on dit l'adhésion au SLEG est libre et volontaire. On ne force personne. On dit on est venu mettre un bureau. Ceux qui sont avec nous, ils se retrouvent, ils mettent en place un bureau. Donc c'est comme ça que ça s'est passé dans toutes les préfectures. Et ce sont ces secrétaires généraux-là qui sont venus au congrès. À Conakry ici. Sur les 31 préfectures ont répondu. Donc on a tenu le congrès. Bien. Alors parlons maintenant d'argent, parce que tout ça tourne autour d'argent. Vous parlez de 8 millions, vous parlez de 48%. C'est de 40%. 40%. Oui. Qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui est non négociable dans ça? Parce que les gens disent non, il est en train de faire rêver les gens, il est devenu fou. Quand j'écoute par exemple Louis Mbemba, on ne peut pas dire aux gens qu'on peut leur donner 8 millions tout d'un coup. Vous pensez que par exemple, sur quel aspect on peut négocier, on peut dire ouais, on diminue, sur quel aspect on ne peut pas négocier? Pourquoi nous disons que les deux premiers points sont non négociables? C'est-à-dire les deux premiers points? Les deux premiers, c'est-à-dire la levée de la suspension de salaire du camarade secrétaire général. Mon salaire est bloqué depuis... Votre salaire est bloqué? Oui, depuis octobre. Depuis octobre? Oui. On ne vous paye pas? On ne me paye pas. Deuxièmement, le paiement de 40% avec effet rétroactif. Pourquoi on dit que ça ne se négocie pas? Parce que quand nous avons demandé, n'est-ce pas, lors de la première grève, nous avons demandé, n'est-ce pas, pour une question, si vous voulez, de prendre en compte les préoccupations du gouvernement qui disait qu'il n'y avait pas de moyens, on a dit qu'il faut alors diviser en deux, les 20% en novembre et 20% dans le premier trimestre de l'année 2018. C'est selon cette proposition-là qu'on a faite et qu'on avait remise aux religieux pour présenter au président. Ils sont allés présenter ça au président? Ils sont allés présenter au président. De la République? Oui, de la République. Non, ça n'a pas été appliqué. Avec le moratoire de 2 mois qu'on leur a accordé, ça n'a pas été appliqué. Donc, comme nous, tous dans notre logique, c'est pour ça que nous exigeons à ce que ces 40%-là soient payés intégralement, parce que ce n'est pas une augmentation de salaire. C'est un droit qui nous a été injustement arraché par le gouvernement, en nous rétrogradant. Donc, lors de la nouvelle transposition de la nouvelle grille salariale. Alors qu'on s'attendait à une augmentation de salaire, cette nouvelle grille salariale n'a accouché n'est-ce pas, que le moustique. Pourtant, on a vu une mission la dernière fois à la télé. Cette dame, je ne connais même pas son nom, mais il paraît qu'elle est du SLEG. Je ne sais pas si elle est du SLEG ou si elle n'est pas du SLEG. Une certaine madame Karatouba, avec d'autres gens du bureau qui se disent être du bureau des jeunes du SLEG, qui sont allés, ils disent qu'ils sont allés à l'intérieur du pays. Et justement qu'ils ont expliqué cette situation aux enseignants qui ont compris qu'on est en train de résoudre le problème
je veux dire, d'étape en étape, Oui. et que les enseignants ont compris. Oui. Est-ce que vous pensez que... Mais si les enseignants avaient compris, est-ce qu'ils allaient sur le mot d'ordre de grève? Non. Si son argumentation a été vraiment n'est-ce pas, suffisante, est-ce que les enseignants auraient, n'est-ce pas, accepté le mot d'ordre de grève? Je dis non. Si ils ont mis ils sont allés, l'État a mis les moyens, n'est-ce pas, à leur disposition pour aller aussi mettre leurs structures, parce que ça a été fait comme ça. L'État a mis à leur disposition les véhicules administratifs et de l'argent pour aller aussi, eux comme nous l'avons fait, leur structure à la base. Pourquoi eux aussi ils ne convoqueraient pas ces structures-là pour tenir leur congrès? Bien. Et donc ce qui est non négociable, c'est la levée de... je sais pas. La levée de la suspension de votre salaire. Oui, le déblocage de mon mais salaire. on a appris aussi que le salaire de le secrétaire général était bloqué, ou est-ce qu'il est payé maintenant? Non, oui, Portos, on l'avait bloqué un moment, mais après ils ont dit que c'était une erreur technique. Bien, donc il a commencé à percevoir son salaire. Oui. C'est vous, votre salaire, qui est encore bloqué. Voilà, c'est mon salaire qui est bloqué. Et comment vous vous débrouillez sans salaire? Il y a quelquefois des enseignants qui cotisent dans les préfectures et qui m'envoient, n'est-ce pas, par... Parce qu'à un moment on disait que l'opposition vous donnait des sacs de riz. Non, On disait que l'opposition vous donnait des sacs de Orange riz. Monnaie, ce sont les enseignants qui cotisent à l'intérieur du pays, dans les préfectures, Boké, et en Haute-Guinée, en Moyenne-Guinée, en Guinée forestière, des préfectures qui cotisent, qui m'envoient. Alors, donc c'est le ministre de la fonction publique qui a bloqué votre salaire? Oui, sur recommandation de Kaokari. Dès qu'il m'a suspendu, automatiquement le ministre de la fonction publique aussi a suspendu mon salaire. Alors, donc le point des 8 millions, ça c'est négociable? Le point de 8 millions, ça c'est négociable. Et pourquoi, comme je le disais tantôt, parce que la grille salariale de l'éducation n'a pas été appliquée. Et on s'attendait à une augmentation qui n'a pas vu le jour. Donc c'est pour cela qu'on a dit, pour que notre statut particulier de l'éducation, n'est-ce pas, ait son sens, son véritable sens, parce que les actions de salaire là ne suffisent pas pour le salaire. C'est le salaire indiciaire qui est important, parce que quand on va, n'est-ce pas, à la retraite, c'est ce qui nous suit, c'est ce qu'on perçoit. Donc c'est pour ça que nous insistons maintenant à ce qu'il y ait un salaire consistant de 8 millions. C'est pourquoi on a demandé 8 millions. Parce que nous avons été toujours bernés par le gouvernement, on dit on va faire cela, on va faire cela. Cela n'a jamais vu le jour. Cette fois-ci, on a dit il faut en finir avec ça. Et il faut que le statut n'est-ce pas, de l'éducation ait maintenant, n'est-ce pas, un salaire conséquent. Certains disent que si vous dites de payer tous les enseignants à 8 millions, où se trouve la question d'ancienneté, la question de privilèges ou je ne sais pas de quoi, tout le monde paye à 8 millions. Non, ça sera résolu. Si par exemple on négocie, on retient 6 millions. Comme salaire de base. Comme salaire de base. Pour tous les enseignants, ce sera 6 millions. Maintenant, l'ancienne situation viendra s'ajouter à ça. Vous comprenez? Donc il n'y aura pas de problème. Vous comprenez? C'est-à-dire les autres privilèges dus à votre ancienneté, dus à votre fonction. L'ancienneté, comme on appelle ça, tout viendra s'ajouter à ça. Mais il y a un élément de base. Les primes, les primes viendront, l'ancienneté viendront s'ajouter à ça. Tout sera normalisé. Mais il faudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, pour l'éducation, un salaire de base. C'est ce que nous demandons. Et à date, le salaire que l'enseignant gagne, c'est 3 500 000. Comme salaire de base? Non, comme salaire de base, c'est échelon 1, c'est grade 1, échelon 6. Ça c'est le salaire de base. C'est la valeur, en termes financiers, je ne peux pas l'exprimer, mais c'est échelon 1, grade 6, pour l'éducation. Vous comprenez? Donc, et si on fait un comparatif avec un enseignant de la sous-région, je prends la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, quand on prend par exemple la Côte d'Ivoire, un enseignant le plus bas payé, il a à l'école primaire, il a 250 000 francs CFA. Ce qui fait en francs guinéens environ 13 à 15 millions. Bien. Or, on nous demande les mêmes résultats. Et nous avons les mêmes programmes sous-régionaux. Vous comprenez? Donc, exigeant, n'est-ce pas, les mêmes résultats que les autres, ils ne veulent pas nous payer comme les autres. Et or, en Guinée, il y a une problématique. Il n'y a pas de politique d'habitat. De logements sociaux pour les fonctionnaires. Ça n'existe pas. Or, dans ces pays-là, ils ont non seulement un salaire consistant, mais il y a une politique, n'est-ce pas, de logement pour eux. Or, chez nous, ici, ça n'existe pas. Donc, le peu de salaire qu'on donne, non seulement ne suffit pas pour joindre les deux bouts, en termes d'entretien, n'est-ce pas, familial, mais ça ne permet même pas d'épargner pour faire quelque chose. Bien. Donc c'est pour cela, nous, pour sortir de cela, nous demandons 8 millions
Et c'est payable, c'est acceptable parce que mais les études ont démontré que les recettes que nous gagnons. Mais le gouvernement vous dit quand même qu'en termes de possibilités financières, c'est pas possible. C'est une mauvaise volonté du gouvernement. Les recettes, n'est-ce pas, générées par les régies financières de la République de Guinée, les études ont démontré qu'on peut payer, même pas les anciens seulement, mais tous les travailleurs de Guinée à plus de 8 millions. Bien. Vous êtes vraiment sûr de ça? Je suis sûr de ça. Bien. Je suis sûr de ça. Alors, donc, vous êtes prêt à aller sur la base de la négociation de 8 millions qui peut changer, mais les deux autres points non négociables. Mais à date, vous n'avez pas d'interlocuteur en face. L'inspecteur général du travail vous demande de reprendre un congrès afin qu'on vous reconnaisse, mais pendant ce temps quand même, il y a le médiateur de la République qui a essayé aussi de jouer un peu à la réconciliation. Thibou Camara aussi a tenté à un moment donné. Donc à date, en ce jeudi 22 février, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de solution en vue? Il n'y a pas d'interlocuteur? Qu'est-ce qui a filtré de la rencontre entre vous et le médiateur de la République là, je crois que c'était avant-hier. Oui, avec le médiateur de la République. Dans un premier temps, il nous a appelé, il nous a invité, n'est-ce pas, à la médiature. Nous y sommes rendus. Il nous a expliqué que le président lui a commis, n'est-ce pas, à s'impliquer dans la résolution de cette crise, alors qu'il a besoin, n'est-ce pas, des informations relatives à l'évolution de ce mouvement. Donc nous lui avons fourni, n'est-ce pas, les explications. Donc, après, il nous a dit qu'il va prendre contact avec le président, cette fois-ci en lui donnant vraiment de façon objective, n'est-ce pas, tous les éléments, n'est-ce pas, tous les éléments, n'est-ce pas, de la grève. Parce que les informations qu'il recevait, n'est-ce pas, étaient vraiment erronées. Les informations que le ministre Damantan et Kao Kare, n'est-ce pas, lui donnaient, ne sont pas les bonnes informations. Bien. Et donc il est allé rendre compte au président. Au président. Hier, il nous a invités aussi pour nous rendre compte de son contact avec le président. Et qu'est-ce que le président lui a dit? Le président, en tout cas, lui a dit, conformément à la décision qui a été prise avec les autres là, de revoir le congrès. Donc le président aussi veut qu'on reprenne le congrès? Oui. En fait, il a parlé du congrès. Donc je dis que non, on dit que non, pas question de reprendre d'une reprise du congrès. Donc ça veut dire que le président de la République partage la position de l'inspecteur général du travail? Non. Et de certains acteurs de la société civile? Et de ses ministres. Okay. Et de ses ministres. Parce que ils insistent et persistent sur ça. Ils oublient la liberté syndicale. Ils s'appuient sur la déclaration de Sissamani. Ils oublient aussi que le syndicat, c'est la représentativité. Donc la légitimité. Vous pensez que le président de la République, le gouvernement, n'ont aucun droit de vous forcer à reprendre un congrès? Ils n'ont aucun droit de nous forcer à reprendre un congrès. Nous sommes un syndicat libre. Nous tenons notre congrès et on les informe. Et si votre structure syndicale pose problème à la quiétude sociale, je veux dire le SLEG, s'il pose problème à la quiétude sociale, à la paix, je ne sais pas. C'est un droit pour nous de réclamer, ce n'est pas... Parce que ça ne va pas dans la cité, il y a des cas de mort, il y a des incidents. Ça ne pose aucun problème. Il y a un gendarme qui est mort la dernière fois, il y a des élèves qui sont morts. Cela ne cause aucun problème. Nous avons un droit de revendiquer, c'est notre droit le plus absolu de revendiquer. Nous avons notre droit d'aller en grève. Si nous demandons et qu'ils refusent, ils font de la sourde oreille, ils refusent catégoriquement, c'est eux qui sont responsables. Bien. Quand un travailleur réclame, il faut l'écouter, quel que soit, n'est-ce pas, le statut de ce travailleur. Quand il réclame ses droits, écoutez-le, échangez. Mais quand vous dites non, on ne sait pas si nous sommes des rebelles, nous ne sommes pas des rebelles, nous sommes des citoyens, nous sommes tous des citoyens de ce pays. Bien. Personne ne peut dire que nous sommes des rebelles. Et les biens de ce pays appartiennent à nous tous. Cette fois-ci, nous demandons, n'est-ce pas, que les biens de ce pays soient au moins, plus ou moins, repartis de façon équitable. Vous avez l'impression que le président Alpha Condé n'a pas l'instinct d'enseignant? Non, effectivement. On a pensé, quand la rencontre est militaire, il a résolu le problème des militaires. Aujourd'hui, les militaires sont bien payés, ils ont le ravitaillement. Et tout le monde aujourd'hui veut être militaire. Mais éducation, tout le monde rejette. C'est un enseignant qui est président. Donc ce que le militaire nous a donné, c'est l'enseignant qui nous a retiré ça. Lui, en tant que président de la République, l'autre nous donne 1030, lui, il nous retire ça. Et il refuse, n'est-ce pas, de l'appliquer. Il refuse de nous donner. Il écoute ses ministres qui lui mentent. Et il refuse, n'est-ce pas, d'appliquer ça. Alors donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, là où nous sommes, et comme je l'ai dit tout à l'heure,
il y a eu un élève qui a été tué après le mot d'ordre du 12 février, qui a été tué ici sur l'axe, et c'est un gendarme qui est mort la dernière fois. Donc la cité, je veux dire, est minée par cette crise-là. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'y a aucune solution. Même avec le médiateur, parce que ce que vous dites, le président dit au médiateur de vous dire de reprendre le congrès. Ce que vous n'allez pas accepter. Ensuite, le médiateur dit de lui accorder aussi, comme on a fait pour les religieux, n'est-ce pas, un moratoire de 2 à 3 semaines de suspension de grève. C'est ce qu'il vous a dit hier. Oui, il nous a dit hier ça. De suspendre votre mot d'ordre de grève pour 3 semaines. Pour 2 à 3 semaines. 2 à 3 semaines. Oui, nous avons dit on va se référer à la base. C'est pas que nous sommes les porte-parole, on se réfère à la base. Si la base accepte qu'on vous suspendiez encore, oui. On va suspendre. Et cette rencontre, vous allez la faire quand? Pour demander l'avis de la base? Non, on a déjà, par téléphone, on a déjà appelé, n'est-ce pas, nos structures à l'intérieur, n'est-ce pas, pour nous faire parvenir d'ici samedi leur position par rapport, leur réaction par rapport à tout ça. À tout ça là. Donc on attend. Pendant ce temps, la grève continue. Jusqu'au samedi. Jusqu'à ce que la base vous dise. Jusqu'à ce que la base nous donne, n'est-ce pas, son avis. Bien. Sur la demande du médiateur de la République. Mais est-ce que vous faites confiance au médiateur de la République? Parce que on a vu la situation avec les religieux, ça n'a pas donné. Ils vous ont demandé un moratoire, après il n'y avait pas de résultat. Cette fois-ci, c'est le médiateur de la République. Il vous inspire confiance? Enfin, ce n'est pas à moi de le dire. C'est à la base, n'est-ce pas, de décider ça. Cette confiance-là, si la base dit qu'on a confiance, on continue avec lui. Bien. Si la base dit non, on continue notre mouvement. C'est ça. Et on va terminer peut-être sur la note de cette question de poursuite judiciaire. Vous étiez sur mandat de contrôle, quelque chose comme ça là. Contrôle judiciaire, vous deviez vous présenter chaque mercredi, je crois, à la justice, ou chaque mercredi ou chaque mardi? Chaque lundi, chaque vendredi. Alors, est-ce qu'on apprend que le président Alpha Condé aurait demandé au juge de lever ce contrôle judiciaire contre votre personne et après d'entamer maintenant une négociation? Est-ce que, en ce qui concerne le contrôle judiciaire, est-ce que c'est levé? Oui, c'est levé, puisque le lundi passé, mon avocat, notre avocat nous a appelé de venir. Mais on lui a informé qu'on nous aurait dit que la suspension le contrôle était levé. Mais il a dit non, attends, je vais appeler le juge. Il a appelé le juge. Le juge lui a dit que le patron lui a dit, n'est-ce pas, de surseoir à ça. Donc, mais avant d'arriver là... Le patron, c'est Alpha Condé? Là, je ne sais pas. Il a dit qu'en tout cas, qu'il a reçu, n'est-ce pas, l'ordre du patron. C'est comme ça, il m'a dit... De lever votre contrôle judiciaire. De lever le contrôle. Je ne sais pas si c'est le ministre, si c'est Alpha Condé. Là, moi, je ne sais pas. C'est comme ça, il me l'a dit. D'accord. Voilà. Donc, mais... Comment on est revenu, n'est-ce pas, à ce contrôle judiciaire-là? Mais comment se fait-il que nos camarades peuvent nous traiter de voleurs, n'est-ce pas? Ils ont mis une charge contre nous. C'est-à-dire Louis Mbemba et Si Savani. Ok. Il a une charge contre nous, mais il a inventé une charge contre nous en disant que nous avons fait effraction, cassé la porte du secrétariat dont nous tenons la clé. Moi j'ai la clé de ce secrétariat. Le secrétaire général adjoint actuel, là, qui était le secrétaire administratif du bureau national, il détient la clé. Et c'est lui qui est allé ouvrir, par besoin, n'est-ce pas, pour prendre les cartes de membres, 200 cartes qu'on a remises, n'est-ce pas, aux enseignants, parce que c'était suite à une assemblée. Quand il y a eu adhésion massive, parce que les gens ont quitté la FSPE pour adhérer au SLEC, et il y a eu besoin, on a ouvert là-bas. Lui, il a ouvert, il a pris 200 cartes. Il n'y avait que les 200 cartes là. On a placé. Et par la suite, en réunion du bureau, on a informé les 6 abonnés. Ils sont tous là. On les a informés. On a pris 200 cartes. On a placé. Lorsque ça sera payé, on va remettre au trésorier. Parce que c'est pour le fonctionnement du bureau. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour Paul, ni pour Pierre, c'est pour le bureau. Bien. Donc on a été informé. Comment se fait-il que lui peut porter plainte contre nous, que nous avons fait effraction et qu'on tienne contre ça? On ne cherche même pas à justifier. On nous met sous contrôle judiciaire pour des questions comme ça. C'est seulement chez nous ici. Donc c'était pas valable? Non, c'était pas valable. Bien. Parce que moi je me revoltais, je dis qu'ils n'ont qu'à m'arrêter pour ça, n'est-ce pas? Et puis m'enfermer. En ce moment, vraiment j'aurais le cœur tranquille parce que je serais en ce moment qu'il n'y a pas de justice en Guinée. Bien. En tout cas, c'est, on va dire, le premier acquis pour l'instant en ce qui concerne la négociation. Aucune solution ne pointe à l'horizon, sauf cette demande du médiateur à M. Abakar Souma de leur accorder un moratoire de 3 semaines afin de suspendre ce mot d'ordre de grève. Est-ce que cela sera accordé ou pas par la base, comme il le dit? On ne sait pas. Mais du côté du président de la République, est-ce qu'il y a eu, ne serait-ce qu'une seule fois, un contact direct, un appel direct entre vous et Alpha Condé?
Non, il n'y a pas eu de contact entre il n'y a pas eu un appel entre lui et moi. Appel de... Non. Pas d'invitation, rien? Non. Bien. Et donc, dernier mot sans doute, M. Abakar Souma, pour la fin de cette première partie. Votre dernier mot à l'endroit de ceux qui vous regardent, de vos mandats, de vos amis syndicalistes. Et peut-être à l'endroit d'Alpha Condé, bien entendu, oui, pour la résolution de la crise. Oui. Mon dernier mot, d'abord à l'endroit de mes camarades syndicalistes, de mes camarades enseignants, c'est toujours de continuer à resserrer les rangs autour du mot d'ordre de grève, de continuer à l'observer. Parce que notre avenir, n'est-ce pas, en dépend. Ils n'ont qu'à résister à toutes sortes d'intimidations au niveau des préfectures. Des intimidations des DPE, des chefs d'établissement, des inspecteurs régionaux de l'éducation et du gouvernement même. Donc, je lance cet appel-là. Lorsque nous aurons acquis, n'est-ce pas, ce que nous demandons, nous allons, à travers, n'est-ce pas, un communiqué radiodiffusé ou télévisé, nous allons demander de suspendre la grève. Un. Deuxièmement, aux parents d'élèves, je leur dirai toujours de garder les enfants à la maison. Tant qu'on ne passe pas à la télévision demander le retour des enfants à l'école, ne lâchez pas vos enfants pour l'école. Parce que quand vous les envoyez à l'école, il n'y a pas de professeurs. Les professeurs titulaires n'y sont pas. Et l'État a pris soin, n'est-ce pas, de recruter, de prendre des militants, n'est-ce pas, dans les quartiers pour les envoyer dans les écoles. Ils cherchent à faire venir les enfants là-bas pour que ceux-ci leur dispensent les cours, des enseignants qui n'ont même pas de nouveau, qui ne peuvent pas enseigner. C'est ce qu'ils ont fait quand vous allez au niveau de lycée Matam, au niveau de Koléa, ce sont ces professeurs-là qui y sont. Des militants qu'on a recrutés, auxquels on donne 50 000 francs par jour, et on prépare pour eux, au lycée, n'est-ce pas, Koléa, qui donne le cours actuellement là. Quand vous allez, ce sont les militants qu'on a recrutés, auxquels 50 000 francs par jour, et on prépare pour eux. Allez vérifier. On va vérifier tout ça. Les gens qui n'ont pas de niveau. On va vérifier. Donc je demande aux parents de garder les enfants, nous ne sommes pas prêts encore. Bien. Ils n'ont qu'à garder les enfants à la maison. Et qu'ils comprennent que ce n'est pas par, si vous voulez, c'est pas par mépris, ou ce n'est pas parce que nous avons la mauvaise foi, mais nous voulons la qualification du système éducatif, que nous réclamons ces droits-là. Et là, que nous voulons valoriser le métier, n'est-ce pas, d'enseignant. Je crois que vous n'êtes pas encore arrivé pour votre dernier mot, parce que vous m'étendez la perche pour une fois encore pour ce congrès. Je vais dire, si beaucoup pensent qu'il faut aller à ce congrès, que vous avez fait un congrès en catimini, en clando, si vous êtes si sûr de votre légitimité, de votre attachement, de la confiance que la base là a avec vous, pourquoi vous n'allez pas reprendre tout de même, pour une fois encore, pour que tout le monde soit témoin, et publiquement cette fois-ci, de votre légitimité? Est-ce que vous avez peur? Non, on n'a pas peur, mais on ne va pas reprendre. Pourquoi? Parce que très rapidement. Parce qu'on a convoqué tous les représentants des préfectures. Pourquoi le gouvernement, n'est-ce pas, a-t-il envoyé des militaires pour nous empêcher de tenir notre congrès? Alors qu'on leur avait adressé, n'est-ce pas, une invitation. Pourquoi ils ont envoyé les militaires, n'est-ce pas, pour nous empêcher? Parce qu'il n'y avait pas de consensus peut-être pour eux. Quel consensus? Autour du congrès. Mais est-ce qu'ils ont le droit de s'ingérer dans les affaires syndicales? C'est nous, entre nous syndicats, c'est nous qui devons retrouver, n'est-ce pas, c'est nous qui devons résoudre nos problèmes internes. Ce n'est pas au gouvernement, n'est-ce pas, de s'ingérer dans les affaires syndicales pour nous demander de résoudre le problème. C'est entre nous. Bien. Alors, ils nous empêchent de tenir notre congrès. On va à la mairie, ils nous empêchent. On va dans l'enceinte de la grande mosquée, on nous empêche. Et on tient notre congrès, on dit encore que ce n'est pas légal. Oui. Mais pour quel droit? D'accord. Mais moi je dis ici, pour encore. C'est pour ça qu'on refuse de reprendre, parce que l'État, le gouvernement, n'est-ce pas, a été, si vous voulez, c'est Savané qui les a commandés. Moi je dis pour prendre l'opinion encore à témoin de votre légitimité, de votre. C'est un sabotage qu'ils vont faire dès que nous allons reprendre le congrès. Ils vont saboter. Ça s'est passé au niveau de la CNTG, c'était la même chose qu'ils ont fait entre Amadou entre Amadou et Yamoussa. C'est la même chose. Yamoussa de la Causatrek. Oui, Yamoussa de la Causatrek. Quand il veut soutenir quelqu'un, dès que vous reprenez, c'est fini. Ils amènent des gens, ils font envahir la salle par des gens auxquels ils donnent de l'argent. N'est-ce pas? On sabote, on boycotte votre congrès. Vous avez peur de ça? Oui. Vous craignez ça en fait? Je n'ai pas peur de ça, mais je crains ça. Et c'est ça leur objectif. Bien. Donc, ça ne sera plus l'émanation des travailleurs, mais ce sera un syndicat qui veut mettre en place. Bien. Donc, c'est pourquoi je dis, comme ils ont mis les moyens à leur disposition des autres là, et ceux-ci n'ont qu'à appeler leur structure, leurs travailleurs là, ils n'ont qu'à tenir leur congrès, ils sont libres. Voilà. Mais ce n'est plus un syndicat libre, mais ce sera un syndicat de l'État. Alors, donc, si vous parlez. Or, nous sommes un syndicat libre. Le caractère de liberté, il faut que ce soit maintenu. Continuons sur le dernier mot. Si vous pensez que le président enseignant, Alpha Condé, est
peut-être la solution de ce problème. Quel message vous avez pour lui, justement, pour qu'on sorte de ça? Tout le message que j'ai pour le président Alpha Condé, c'est d'accepter cette fois-ci aussi, en tant que professeur, de sortir les enseignants de cette vie précaire, de penser que pour valoriser, n'est-ce pas, ce métier, pour donner, n'est-ce pas, pour valoriser l'enseignement guinéen, il faut que l'enseignant soit motivé et qu'il accepte ça, que le développement du pays en dépend. On ne peut pas développer un pays si la ressource humaine est mal formée. Et pour ne pas que les enfants soient mal formés, il faudrait que les enseignants soient motivés et que ces enseignants aussi soient formés. Donc aujourd'hui en Guinée, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de surformation, hein? Il n'y a pas de motivation. C'est pour cela que je l'invite, lui, président de la République, de bien vouloir ne pas écouter ces ministres-là qui sont en train de nous mentir, ces syndicalistes-là qui sont à côté, qui disent que si vous donnez 8 millions aux enseignants, nous aussi nous allons demander 15 millions, mais ils ne peuvent absolument rien. Ils n'ont qu'à déclencher une grève et nous aussi, nous allons dire au travers de ne pas les écouter, ils vont voir ce qui va se passer. Ils ne pourront rien, ces syndicalistes-là. Ils ont perdu la base, ils ne reprennent plus rien. Il ne faut pas qu'ils les écoutent et qu'ils pensent à la classe, n'est-ce pas, enseignante. C'est l'avenir du pays, c'est l'enseignement, c'est l'éducation. Donc je l'invite à ne pas écouter et de faire face à nos besoins, de satisfaire nos besoins, de l'améliorer, n'est-ce pas, substantiellement les conditions de vie des enseignants pour vraiment l'avenir du pays. Voilà, ça c'est le message d'un enseignant syndicaliste à un autre enseignant, président de la République. J'espère que j'ai bien entendu que vous entendrez entre vous. En tout cas, c'est cela que le peuple de Guinée a besoin. C'est de cela que les élèves guinéens ont besoin pour qu'on sorte de cette crise qui mine l'école guinéenne. Merci d'être passé, M. Abakar Souma. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, et je recevrai dans la deuxième partie de cette émission, Mamadou Kaliba pour parler de violence lors de l'exercice des libertés publiques. A tout de suite après la pause thé. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. De nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Diaty Condé aux 4 coins de la Guinée. Contact Kankan Korossa 669 00 59 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38. Boki Kamsar 622 60 31 61. Mafereya Forecaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui est focalisée cette fois-ci sur les manifestations et les dégâts que nous enregistrons le plus souvent, les cas de mort, dus justement à cette difficile relation entre les civils et les forces de défense et de sécurité, le plus souvent à l'occasion de l'exercice des libertés publiques et à des endroits qu'on appelle souvent les plus sensibles, plus précisément dans la zone de la route Le Prince qu'on appelle l'axe, mais au-delà bien entendu dans d'autres zones de Conakry où les accrochages entre civils et forces de l'ordre
prennent de plus en plus de l'ampleur et font des cas de mort, mais notamment les derniers cas en exemple, c'était lors de ces incidents en marge du mot d'ordre du SLEG qui a été lancé le 12 février, d'où on a donc enregistré la mort d'un élève et d'un taxi motard, mais aussi vous avez donc constaté la mort cette semaine de ce gendarme du côté de Bomboli. Pour en parler, bien entendu, je reçois dans cette deuxième partie Mamadou Kali Diallo. Il est consultant de la baïonnette intelligente, activiste des droits de l'homme. Kali, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci de m'avoir invité. Alors, vous êtes un habitué de l'émission et on a toujours parlé de la question de non-violence ici, des manifestations. La baïonnette intelligente est rompue à cette tâche-là de sensibiliser les jeunes à la non-violence. Aujourd'hui, on fait un constat qu'il y a toujours des cas d'accrochage entre les civils et les militaires, qu'il y a des cas de mort, que la manifestation devient de plus en plus violente. Comment vous expliquez cela? Est-ce que ça veut dire que vos messages ne portent pas effet sur le terrain? Merci. D'abord, permettez-moi de présenter mes condoléances, de réitérer la présentation de mes sincères condoléances à l'ensemble des familles éplorées, donc à l'ensemble de toutes les familles de victimes éplorées. Bien, nos messages, disons, bien entendu, mon sentiment, c'est que je m'indigne, je dénonce et je condamne avec la dernière énergie cette banalisation de la vie humaine, malgré la sacralisation de cette vie par la Constitution à laquelle chaque citoyen a l'obligation de se soumettre. Bien, on n'a pas le sentiment de ne pas être entendu ou compris, mais surtout que nous sommes conscients quand nous nous lancions dans le cadre de la promotion de la culture non-violente, de la lutte non-violente, l'ambition d'aider la Guinée à la construction de ce véritable état de droit sans violence. C'est un terrain aussi glissant, aussi périlleux, aussi difficile, parce que ça appelle à un changement de comportement, d'autant plus que tous les régimes qui se sont succédés ont rendu, disons, l'atmosphère sociopolitique violente. La culture de la répression, la culture de la pendaison, la culture et tant d'autres aspects. Bref, aujourd'hui, nous disons halte à cette violence, halte à cette atteinte à la vie humaine, halte à cette banalisation de la vie humaine et que la justice joue impartialement son rôle. Oui, je reviens sur le cas le plus récent. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes dans les séances de sensibilisation et tout. Par exemple, les cas qu'on a constatés ces derniers temps, quelle impression ça vous donne que le message n'est pas perçu par les citoyens qui exercent les libertés publiques, ou que ces violences sont une réponse peut-être aux moyens de répression disproportionnés des forces de défense et de sécurité? Qu'est-ce qui explique selon vous cette mauvaise relation toujours pourrie entre les civils et les forces de l'ordre, de sorte que d'un côté les forces de l'ordre utilisent les balles réelles pour réprimer et que de l'autre côté les autres ne peuvent recourir qu'à des barricades, qu'à brûler les pneus, qu'à user des cailloux, et justement c'est un caillou qui a tué ce gendarme la dernière fois, et avant ça c'est une balle réelle qui a tué cet élève là. Comment vous expliquez ça? Merci beaucoup. Une pertinente question, un sujet qui mérite toute une autopsie ou un diagnostic de la situation sociopolitique guinéenne. Disons, utilisation de balles réelles, oui, je peux le certifier, parce que dans la mesure où il y a eu des autopsies faites par des médecins légistes qui ont prouvé qu'il y a eu utilisation de personnes mortes suite à l'usage de balles réelles pendant des manifestations politiques. Je peux l'affirmer. On en détient beaucoup de dossiers d'ailleurs. Voire même social. Bien, ça c'est un élément. La mort de l'adjudant, je ne sais le dire. Est-ce que c'est adjudant Yansané? Est-ce que c'est Mohamed Chérif Souma? Est-ce que c'est adjudant Mohamed Chérif Silla? Je ne saurais le dire avec exactitude, honnêtement. J'ai suivi. Il y a eu confusion. Une confusion totale. L'identité du gendarme. Vous imaginez que cela relève un malaise profond. Non seulement peut-être de manœuvres qui sont utilisées dans le cadre de recrutement de nos agents de force et qui ont l'obligation de protéger les personnes, leurs citoyens. Ça c'est un premier élément. Ou alors une instrumentalisation politique dont on saurait pour l'instant définir l'exactitude des arrière-pensées qui sont derrière tout cela. Bref,
votre question est aussi pertinente. Nous n'avons pas le sentiment de ne pas être compris, mais nous avons le sentiment qu'il y a toute une manœuvre dilatoire, toute une instrumentalisation. Pour preuve. Qu'est-ce qui explique? Je reviens encore là-dessus que, c'est-à-dire que vous, en tant que structure, baïonnette intelligente, en temps de paix, je dis comme ça, hein, en moment où il n'y a pas de manifestation, que ce soit manifestation des syndicats, des élèves ou des politiques, c'est-à-dire qu'en temps de paix, vous partez à la rencontre des jeunes. Vous leur dites, tous ces acteurs. Oui, d'abord des jeunes. Vous leur dites, oui. Écoutez, quand il y a les manifestations, faites en sorte que vous brandissez seulement vos pancartes parce que c'est votre droit, mais ne brûlez pas de pneus, ne jetez pas des cailloux. Et après, on vous dit, oui, on a entendu tout ça, c'est bon. Vous allez chez les militaires, écoutez, vous ne devez pas user des balles réelles quand vous êtes sur le terrain, vous devez juste utiliser le gaz lacrymogène à la rigueur, au pire. Mais après, sur le terrain, c'est le contraire. C'est les balles réelles, c'est les cailloux, c'est les pneus qu'on brûle, ainsi de suite. C'est les voitures qu'on caillasse. Comment vous expliquez ça? À deux paramètres, rapidement. Le premier paramètre, je dis, ça relève d'un malaise profond de la société guinéenne. Vous savez, c'est comme si vous me demandiez aujourd'hui d'évaluer l'impact de la réforme engagée par le président de la République depuis qu'il est venu. La réforme de l'armée. Depuis qu'il est venu, il a dit oui, l'armée guinéenne n'est pas républicaine. D'ailleurs, il a dit j'ai hérité un État et non, j'ai hérité un pays et non, disons un État. Vous vous en souvenez, il a justifié par les événements douloureux de janvier-février 2007, des événements du 28 septembre, où des forces de défense et de sécurité qui étaient censées être républicaines se sont illustrées jusqu'à aller à commettre de crimes contre l'humanité, même si ça reste à élucider actuellement. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, on a vu une population qui avait à la fois, d'ailleurs c'est ce qui est paradoxal, la culture de la peur héritée de l'ancien régime, de la révolution, mais aussi qui s'est rendue subitement très violente compte tenu de l'accumulation de beaucoup de frustrations, compte tenu de l'accumulation de... Bref, aujourd'hui, si vous me posez une citation particulière de l'Axe, je vais rappeler quand même, quand on est venu, disons tout récemment en 2013, on a engagé une étude parce qu'on est très soucié de la perte en vie humaine des populations, que ce soit des citoyens en uniforme, que ce soit des citoyens civils simples, que ce soit n'importe quelle personne, quelle que soit son obédience politique, quelle que soit son opinion, nous sommes, et conformément à l'article 5 qui stipule que la personne humaine et sa dignité sont sacrées, nous sommes souciés de la préservation de la personne humaine. Et d'ailleurs, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, son article 3, stipule que la personne humaine a le droit de vivre dans un endroit sain, disons, dans la sûreté de sa personne, la paix et la sécurité de sa personne. Malgré tout, nous arrêtons, vous venez de rappeler, de perte en vie humaine. Bref, non seulement j'indexais la question de l'impunité voulue, entretenue par le gouvernement, l'impunité, et deuxièmement, il y a l'instrumentalisation. On a accroché une fois là, quand on voulait vraiment s'occuper du cas profond de cette perte en vie humaine, au moment où le gouvernement disait souvent c'est les manifestations c'est les manifestants qui sont entretués, l'opposition disait l'usage de balles réelles, c'est l'opposition. Je rappelle deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est que jusqu'à preuve de contraire, quand il y a mort à balles réelles suite à une manifestation, qu'elle soit sociale ou politique, la première responsabilité, c'est la responsabilité de l'État. Pour preuve, il n'y a pas un magasin de vente d'armes en République de Guinée. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, on avait accroché l'ancien président du comité civilo-militaire en République de Guinée. C'était le colonel Balamou, qui n'est pas de moindre parmi les officiers, qui a eu disons, non seulement c'est un officier, mais il a eu à commander préfet dans beaucoup de préfectures, Mali, un peu en forêt, et ici, et tant d'autres, je veux dire, qui nous a dit qu'il y a trois problèmes fondamentaux. Il y a beaucoup des officiers aujourd'hui, des militaires, qui sont républicains. Mais par contre, il y a trois éléments fondamentaux à ce niveau. C'est que les uns sont instrumentalisés politiquement, les autres adoptent la position partisane, et puis il y a aussi la procédure de recrutement qui était biaisée. Voilà aussi des éléments fondamentaux aujourd'hui, et vous journalistes qui sont bastonnés parfois par-ci par-là, et nous activistes des droits de l'homme, et les citoyens, paisibles citoyens qui exercent leurs droits sont victimes sur le plan sociétal. Donc au-delà des efforts de sensibilisation que vous faites vis-à-vis de ces couches citoyennes et souvent juvéniles, de souvent exercer leur liberté publique avec
beaucoup de, comment on va dire, de la culture de non-violence, mais il faut que l'État impose son autorité par la lutte contre l'impunité, de part et d'autre, c'est ça? De part et d'autre. Bien. Surtout qu'aujourd'hui, la justice guinéenne a le sentiment, et ça il y a des faits, qui est perçu par les populations guinéennes comme étant une justice à double vitesse, ou une justice deux poids, deux mesures, et une justice, disons, partiale. Bien. Vous voyez, et les élections, la crise qui découle des élections actuelles ne pourrait être qu'un cas illustratif. Bien, on va donc évoluer sur un autre sujet, cette fois-ci un autre procès, qui a donc attiré l'attention, qui a focalisé, j'allais dire, toute l'attention de votre structure, la baïonnette intelligente. C'est par exemple le procès du colonel Issa Camara, hein, dans le dossier de Mali notamment. Oui, oui. Alors donc ça s'est passé devant le tribunal militaire de l'Abbé, vous avez suivi avec intérêt. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce procès? Est-ce qu'on va dire que Issa Camara, qu'on croyait être quelqu'un hors la loi ou au-dessus de la loi, a été jugé? Est-ce qu'il est passé au tribunal? Quelle satisfaction, quel sentiment vous en avez tiré? Bon, il n'y a pas eu de sentiment, honnêtement, ou de satisfaction, dans la mesure où nous estimons quand même, de toutes les façons, il y a une justice de façade. Mais ce qu'on peut tirer, c'est que ça donne une image, disons, ceux qui disent que c'est un tribunal spécial en expérimentation, même si cela ne justifie pas, de toute façon, du fait que le fameux colonel Issa, qui était pressenti comme étant un ordre de la loi, au moment où il était au temps du CNDD, secrétaire général d'État au conflit, ce qui s'est passé à Mamou quand il était gouverneur, et que ça soit une sous-préfecture, une préfecture de Mali aussi lointaine et aussi pauvre qu'on pensait, qu'il y a eu ces violations des droits de l'homme et qu'il soit traîné devant le tribunal, même s'il a nié les faits, il est sorti quand même coupable parce qu'il a été reconnu sur le verdict contre lui, c'était quoi? C'était quoi contre Issa? C'est que même si on a trouvé clément, mais il a écopé de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, plus 1 million de francs guinéens d'amende. Au pénal, au civil, il est sonné solidairement avec les autres de rembourser 2 milliards de francs guinéens au préjudice civil par les victimes. Mais là où vous pouvez relever rapidement ce qui est paradoxal, c'est qu'en matière de théorie de la baïonnette intelligente, d'ailleurs qui est reprise en article 6 de notre Constitution, c'est que nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Et quand il y a ordre manifestement illégal donné, ceux qui exécutent et celui qui a donné l'ordre et ceux qui ont donné l'ordre sont pénalement responsables. Or, les 18 autres militaires ont écopé au minimum 18 mois d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt sur place qui ont été décernés, qui a été décerné et qui ont été conduits à la maison d'arrêt de la maison centrale de l'Abbé. Mais le colonel Issa qui a donné l'ordre avec 6 mois, même si tout ceci avait nié au tribunal d'avoir reçu de l'ordre, mais c'était le patron des forces de défense et de sécurité au niveau de la préfecture. Donc vous avez le sentiment que le colonel Issa n'a pas été jugé à la hauteur du de toute façon, l'appel a été relevé de deux côtés. Les avocats de la défense ont estimé que le tribunal a passé outre, c'était un abus, et puis l'avocat de la partie civile a estimé, a relevé aussi appel. Donc voilà, cela est attendu dans les prochains jours, les prochains mois, peut-être les prochaines mêmes années, au tribunal de second degré, donc à la cour d'appel de Conakry. On suivra ça encore de près quand ce sera le moment. Dernier mot en 30 secondes, une fois encore, face à ces situations de violence, d'accrochage, de mauvaise cohabitation entre les forces de défense et de sécurité et les civils dans nos rues, dans nos quartiers. C'est que les forces de l'ordre doivent être vraiment des forces de l'ordre républicaines, conformément à l'article 140 et 148 de notre... Elles doivent cesser d'être donner l'image qu'elles préservent à tout prix une autorité, même si l'autorité est dans l'illégitimité ou dans une violation des droits de l'homme. Et les citoyens doivent savoir que les forces de l'ordre sont les forces de l'ordre, sont les forces de défense et de sécurité de la République. Mais je dis et je répète, l'exemple, comme on le dit, le bel exemple doit être donné par l'autorité et maintenant l'imitation en bas. C'est un principe sacro-saint. Bien entendu, nous poursuivons
les termes de formation, de sensibilisation dans le cadre de l'amélioration des relations civilo-militaires dans le respect des droits de l'homme. Merci. Merci Khalid d'être passé. À très bientôt pour notre occasion. Merci de la disponibilité. À vous, merci de votre attention et de votre fidélité. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.